ce matin, nous avons étudié la question du plein emploi, pourquoi et comment. D'abord, quelques mots d'introduction pour dire que le chômage n'est pas une question économique, c'est une question politique. Et uniquement politique qui dépend de la volonté politique ou non d'imposer les règles au marché, de domestiquer l'économie, de domestiquer le marché, d'imposer ces règles à l'économie. Deuxièmement, les partis politiques, quels qu'ils soient, extrême droite, extrême gauche, gauche, droite, centre, en bas, au-dessus, tout ce que vous voulez, sont vides sur la question de l'emploi. Totalement vides. Ils n'ont rien à dire depuis des décennies. Le Pardem est le seul parti en France et même en Europe à proposer des mesures précises, crédibles, pour supprimer le chômage et la précarité. C'est un des points forts que nous avons, que nous devons valoriser, mettre en avant, parce que ce que nous proposons devrait susciter l'adhésion du plus grand nombre. Mais ces propositions ne sont pas connues, pas encore suffisamment, pour susciter ce courant de sympathie à notre égard. Et puis, donc, ces quelques mots d'introduction rapides pour donner le plan que je vais suivre. Je vais développer 5 points. Premier point, ce sera une clarification de quelques notions. Le deuxième point portera sur la mesure du chômage. Le troisième point portera sur les conséquences du chômage. Le quatrième point sur les causes du chômage. Et le cinquième point sur la suppression du chômage. Premier point, clarification de quelques notions pour comprendre la suite. 6 notions, très rapidement. La première notion, c'est savoir de quoi on parle quand on parle du travail et de l'emploi. Parce qu'il existe de multiples définitions et surtout, il y a eu une campagne qui a commencé il y a une quinzaine d'années autour de la fin du travail, avec un ouvrage qui a été propulsé au devant de la scène par les grands médias internationaux, La fin du travail, par Jeremy Rifkin, l'américain, pour expliquer que la thèse qui est défendue, c'est que les nouvelles technologies font désormais que le travail disparaît. Et on voit par la suite une conséquence de cette thèse qui s'est imposée, qui a fait des ravages. Nous avons perdu des années et des années avec cette diversion, soutenue d'ailleurs par le monde diplomatique, qui a été l'un des médias à la pointe de cette idéologie de la fin du travail. Ça a été catastrophique. Et la suite, on la trouve dans la thèse du revenu universel, qui aujourd'hui reprend de la vigueur, avec, d'ailleurs, c'est tout à fait étonnant pour ceux qui font semblant, qui sont vraiment des naïfs, soutenu par la droite, le Sénat par exemple, la majorité de droite du Sénat vient de produire un rapport insistant sur la nécessité du revenu universel. Et on trouve également le Parti socialiste, M. Valls, réputé pour être au service désintéressé des classes laborieuses, qui prônent le revenu universel lui-même. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle du travail et de l'emploi? Le travail, il faut revenir à cette définition de base. Le travail est une activité créatrice de richesse qui permet de répondre aux besoins individuels et collectifs de la population. Voilà, c'est ça le travail, c'est pour ça qu'on travaille, c'est pour ça qu'il y a toujours eu du travail, de toute éternité, depuis les hommes préhistoriques qui allaient à la chasse
chasse, à la pêche, ils travaillaient, c'était leur travail, ils produisaient les richesses, le résultat de la pêche, le résultat de la chasse, la cueillette, qui permettait de répondre aux besoins individuels et collectifs. On voit donc que le travail est infini. Nous ne connaîtrons jamais la fin du travail, si nous acceptons cette définition. Le travail en tant qu'activité créatrice de richesses permettant de répondre aux besoins de la population. Donc voilà en tout cas la définition qui est utilisée dans la suite du raisonnement. Qu'en est-il de l'emploi? L'emploi est le cadre dans lequel s'exerce un travail. Ce cadre peut être un cadre juridique, le contrat de travail pour les salariés, le statut pour les fonctionnaires, mais il peut être également ce cadre informel. C'est le travail informel bien connu des pays pauvres et bien connu aussi des pays riches au travers du travail illégal, du travail au black, comme on dit dans nos pays. Mais c'est quand même un cadre. C'est quand même un cadre parce qu'il y a une relation avec un employeur, même si elle n'est pas formalisée juridiquement. Et il y a une rémunération. Celui qui travaille au black n'est pas un esclave. Un esclave, on le paye mal, mais il y a une contrepartie monétaire à son activité. Donc voilà les définitions utilisées pour la suite. Autre clarification sur la formation. Pourquoi la formation? Parce que on entend souvent, à gauche comme à droite, tracer un trait d'égalité entre l'emploi et la formation. Par exemple, les communistes parlent de sécurité, emploi, formation. Pour eux, c'est pareil. Qu'on soit en emploi, qu'on soit en formation, le résultat semble être le même. On le voit également dans le dernier plan du gouvernement qui définit 500 000 places en formation, dans le but de faire baisser les statistiques du chômage. Ne soyons pas naïfs. La formation, nous la voyons de manière radicalement différente de ce qui est fait depuis des décennies. Depuis plusieurs décennies, la formation est utilisée en fait comme un artifice pour baisser les statistiques, pas vraiment pour former les gens, et certainement pas pour leur ouvrir la voie à l'emploi, puisque après leur formation, la plupart retombent au chômage et repartent pour un cycle, et on connaît des tas de gens qui passent d'une formation à l'autre, etc., mais pas d'emploi. Pourquoi? Parce que, pour différentes raisons, mais notamment parce que on considère qu'il y a, c'est un peu séquentiel d'une certaine manière, c'est-à-dire il y a une séquence de formation qui doit être suivie par une séquence d'emploi. La formation devant déboucher sur l'emploi. Eh bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire de notre point de vue. La formation doit se faire dans l'emploi. Il faut stopper ces deux temps qui ne coïncident plus, formation et emploi. Il faut donc articuler la formation dans l'emploi. Et il faut donc commencer par l'emploi, pas par la formation. C'est-à-dire que là, on inverse complètement la façon de traiter les sujets, et nous considérons qu'il faut d'abord commencer par l'emploi, et une fois que les gens sont dans l'emploi, on les forme. Alors pour se dire, oui, mais comment peuvent-ils occuper des emplois s'ils ne sont pas formés? Tant pis. Et tant pis, oui, parce que ceux qui ont connu l'industrie, par exemple, ont vu des gens absolument très peu qualifiés, très peu qualifiés, illettrés, même alcooliques, qui occupaient malgré tout des emplois. Ils occupaient des emplois parce que, d'une part, ils étaient pris en charge par le collectif de travailleurs, il y avait une solidarité interne qui faisait qu'il y avait une aide individuelle auprès des gens,
Et puis, une fois dans l'emploi, il y avait les systèmes de formation, et notamment la fameuse loi de 1971 sur la formation professionnelle, dont on n'a pas assez vanté les mérites. Cette loi de 71 sur la formation professionnelle est tout à fait extraordinaire, dans le sens, notamment, où les syndicats dans les entreprises avaient un certain pouvoir pour impulser des formations professionnelles qualifiantes pour les salariés. Mais cette loi de 71 allait bien au-delà. Elle permettait à tout salarié de suivre des formations qui n'avaient strictement aucun rapport avec le poste de travail. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'aujourd'hui, les salariés sont considérés comme des appendices de la machine, ni plus ni moins. Et la formation qui leur est délivrée ne sert qu'à améliorer le geste professionnel, finalement, pas plus. Or là, la loi de 71 permettait, par exemple, à celui qui était ouvrier de base, à apprendre à jouer du piano. Oui, et c'est vrai que les syndicats, je me rappelle très bien, se moquaient de ces systèmes, parce qu'ils disaient, je l'ai entendu, oui, mais on ne va pas former des gens à faire du macramé, etc. Ben, si. Pourquoi? Parce que la formation ne peut pas se limiter à la geste professionnelle. C'est une formation globale qui touche même à l'éducation, à la culture, à la citoyenneté. Et donc cette loi de 71 qui a été reniée et puis abandonnée parce qu'elle n'a pas été portée par les syndicats. Les syndicats n'ont pas vu les opportunités que comportait cette loi. Donc sur la formation, là, il y a pour nous une inversion des conceptions. Et puis, autre clarification absolument nécessaire, parce qu'il y a une grande confusion sur toutes ces questions, la différence entre secteur marchand et secteur non marchand. Le secteur marchand, du point de vue, ce sont des conventions statistiques, hein, attention, qui sont définies par la comptabilité nationale. Et donc, pour savoir ce qui se passe, d'autres conventions pourraient être établies. Mais, pour l'instant, c'est comme ça. Donc, autant le savoir. Donc, le secteur marchand est défini comme étant le secteur de l'économie qui tire ses revenus à plus de 50% du marché. Voilà. Ça veut dire, prenons une entreprise privée. L'entreprise privée va toucher des subventions par le CICE, par exemple, par des exonérations de cotisations sociales, par des aides à l'exportation, à l'innovation, enfin tout ce qu'on veut. Donc, elle reçoit de l'argent. C'est une partie des revenus de l'entreprise qui s'ajoute aux revenus de l'activité de l'entreprise. Pour que l'entreprise reste classifiée dans le secteur marchand, elle devra évidemment retirer plus de 50% de son activité, son objet social, pas des subventions. Si les subventions dépassaient 50% de l'activité, elles seraient classées dans la catégorie non marchande. Deuxième exemple, une association de la loi 1901, une association à but non lucratif, peut récolter, peut vendre, peut imprimer des t-shirts, peut faire des balles, des fêtes, vendre des boissons, faire de la billetterie, etc. Et donc recueillir de l'argent. Mais elle sera limitée à moins de 50% de ses revenus. Le reste devant venir de subventions publiques. Si l'association à but non lucratif récupère plus de 50% de ses ressources par la vente, elle sera fiscalement replacée dans la partie entreprise et elle paiera des impôts, ce qui ne sera pas le cas s'il reste dans le secteur non marchand. Alors ça, c'est très important à comprendre, parce que si on ne comprend pas ça, on ne va pas comprendre la suite. Quelle est la différence, maintenant,
d'attitude des employeurs dans le secteur marchand et dans le secteur non marchand. Parce que ça n'est pas du tout la même chose, évidemment. Dans le secteur marchand, c'est-à-dire l'entreprise, qu'elle soit publique d'ailleurs ou privée, l'entreprise publique du secteur marchand. Par exemple, la SNCF, c'est une entreprise publique du secteur marchand. Marchand parce qu'elle récupère beaucoup plus d'argent de la vente des billets de train que des subventions d'ailleurs qui n'existent pas. D'accord ? Alors, donc il ne faut pas confondre, bien souvent les gens confondent public, non marchand, non pas du tout. Les associations de loi 1901 relèvent du secteur non marchand, mais ce sont des organismes privés, pas publics. La différence entre les employeurs du privé, du marchand et du non marchand, le secteur marchand, l'entreprise publique ou privée, lorsqu'elle veut recruter du personnel, sur quelle base le fait-elle? Elle le fait sur une seule base, ses anticipations d'activité. Si l'entreprise considère qu'elle va avoir des marchés dans la période à venir, elle va embaucher. Et d'ailleurs, on voit bien que ça n'est pas du tout l'entreprise qui crée l'emploi à l'origine. L'entreprise ne fait qu'enregistrer, finalement, une demande qui va lui permettre de créer des emplois. Mais encore faut-il que préalablement, il y ait une demande. S'il n'y a pas de demande, l'entreprise ne va pas créer d'emploi. Et ça n'est pas l'entreprise qui peut créer la demande. On verra que la demande ne peut être créée que par l'État, dans la mesure où il mène des politiques macroéconomiques favorables à la demande. Donc si l'on veut créer des emplois dans le secteur marchand, il faut créer un environnement macroéconomique favorable à la demande. Si on prend maintenant le secteur non marchand, on a vu que le secteur non marchand fonctionne sur la base de subventions publiques ou privées. Une fondation privée qui reçoit des subventions de sponsors privés est un organisme non marchand. Et donc les associations de loi 1901, elles, peuvent recevoir des subventions publiques de l'État, des collectivités locales, y compris de personnes privées. Et on voit donc que l'emploi sera créé dans les organisations non marchandes par le versement de subventions. C'est tout. Il n'y a pas de question économique. L'économie n'existe pas dans ce secteur. Et donc, c'est une question politique directe. Soit une collectivité locale et l'État financent des organismes non marchands qui vont permettre de créer des emplois, soit ils ne les financent pas. Alors, après, on verra ce qui peut conduire à financer ou pas financer. Donc, clarification absolument nécessaire entre les deux, parce que vous verrez tout à l'heure que ce que nous proposons en matière de droit opposable à l'emploi s'applique essentiellement dans le secteur non marchand. Maintenant, une autre clarification, c'est celle des besoins. Je parlais tout à l'heure du travail comme activité qui permet de répondre aux besoins individuels et collectifs. Donc il y a cette notion de besoin qui est centrale. Et pour nous c'est une analyse classique, il y a deux sortes de besoins, les besoins physiologiques et les besoins socio-historiques. Alors, les besoins physiologiques, c'est ce qui nous permet de survivre, s'alimenter, se vêtir, se protéger des intempéries, le logement, les trucs de base, se soigner, vraiment les choses de base. Mais pour satisfaire les besoins physiologiques de base qui conditionnent notre survie, il faut travailler. Il faut construire des logements, il faut construire des habits, il faut fabriquer des médicaments,
il faut cultiver la terre, il faut élever du bétail. Bon, il y a du travail pour satisfaire ces besoins physiologiques. Et on voit bien d'ailleurs qu'il faudra toujours satisfaire ces besoins physiologiques, sinon on meurt. Et pour satisfaire ces besoins physiologiques, il y aura toujours besoin de travail. On ne voit pas comment les constructions pourront pourraient se faire toutes seules, l'agriculture se faire toute seule, quel que soit le rythme du progrès scientifique et technique, quelle que soit l'évolution de la productivité. On a vu en matière agricole qu'une énorme productivité s'était développée, à quel prix, mais même si ça continue, et ça va certainement continuer, il y aura toujours une part de travail humain, ne serait-ce que pour fabriquer les machines. On n'en est pas encore à la phase où des machines construisent les machines. Les besoins sociaux historiques sont définis par, d'une part, la différence de besoins selon les sociétés, selon les classes sociales, et la différence des besoins selon les époques. Donc c'est un peu un croisement entre l'espace et le temps. Dans l'espace, sur le plan géographique, nous n'avons pas, nous, en France, les mêmes besoins que les Maliens, ou que les Boliviens, ou que les États-Unis d'Amérique, etc., etc. Il y a des différences qui sont liées à l'histoire, à la culture, à différents facteurs. Et sur le plan historique, d'une époque à l'autre, les besoins changent. Les besoins d'aujourd'hui ne sont pas ceux du début du XXe siècle et ne sont pas les mêmes non plus que ceux d'il y a 2 siècles, 3 siècles, etc. Tout ça sont des évidences, mais qui méritent d'être rappelées. Autre clarification, si l'on est d'accord avec ces définitions qui ont été données jusqu'à présent, c'est est-ce qu'il y a du travail pour tous? La réponse elle est oui, bien sûr qu'il y a du travail pour tous, si on est d'accord avec les besoins, la définition des besoins notamment. Ce qui permet là aussi une inversion de la réflexion. Au lieu de chercher du travail, parce que ce qui est amusant, enfin amusant plutôt pathétique, quand on regarde les gouvernements de droite et de gauche qui cherchent où l'on peut créer des emplois, une activité absurde, parce que l'emploi est la résultante d'un certain nombre de phénomènes. Ce n'est pas les emplois qu'il faut chercher, ce sont les besoins. Parce que c'est en répondant aux besoins que l'on va mettre en face du travail, qui se transformera, qui s'exercera dans le cadre d'un emploi. C'est donc les besoins qui doivent attirer notre attention. Les besoins dans tous les domaines, les besoins qui relèvent des nécessités physiologiques, et là on peut faire un inventaire très sérieux, parce que si on regarde l'état de santé, par exemple, de la population, il y a chez les jeunes, par exemple, en matière dentaire, et toute une série de domaines, une dégradation de la santé publique. Et donc, on voit tout de suite que dans le domaine de la santé, il y a d'énormes besoins. Si on regarde dans le domaine du logement, d'énormes besoins. Dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'éducation, bien, des transports, etc., de l'énergie. C'est un inventaire exhaustif et permanent qu'il faut faire. Il faut tenir cet inventaire pour savoir exactement où sont les besoins. On verra également que les besoins, d'abord la définition des besoins, c'est le rôle d'un parti politique. C'est de la politique. Les besoins, c'est pas de la sociologie, c'est pas de l'économie, c'est de la politique à l'état pur. Parce que on révèle les besoins. Comment peut-on dire ça c'est un besoin? Pour les besoins physiologiques, c'est à peu près facile. Le type il mange ou il ne mange pas, il vit ou il ne vit pas. Mais même pour les besoins physiologiques, et pour les autres, les besoins socio-historiques,
il y a une part de subjectif dans ces affaires-là. Et dès lors qu'il y a une part de subjectif, il y a nécessité de la politique, c'est-à-dire la politique conçue au sens de la délibération publique. Ce sont les partis politiques qui doivent susciter la délibération publique, qui doivent organiser la population pour qu'elle débatte. Qui le fera à sa place? L'État. Bien sûr, l'État doit jouer un rôle d'organisation du débat public, mais encore faut-il qu'il soit activé par des partis politiques qui changent son organisation et son fonctionnement. L'État ne le fera jamais seul. Donc, c'est la politique, par le cadre qu'elle va organiser grâce aux partis politiques, aux vrais partis politiques, c'est-à-dire aux partis politiques qui considèrent que l'action politique est celle-là et qu'elle n'est pas, qu'elle ne se limite pas, qu'elle ne peut pas être une activité visant simplement à la conquête du pouvoir pour le pouvoir et à l'exercice du pouvoir, une fois qu'on est installé, pour l'exercice du pouvoir, et à la recherche de place, comme c'est le cas pour beaucoup de partis politiques où les gens adhèrent pour avoir des places d'élus ou places de conseillers de ceci, de cela. Bien sûr que la politique, pour nous, ça n'est pas ça. À la question, donc, y a-t-il du travail pour tous? Oui, il y a du travail pour tous. Est-ce que l'on peut financer ce travail? Parce qu'après tout, on peut nous objecter que, bon, d'accord, on vous suit jusque-là, il y a du travail pour tous, mais comment on va payer? Eh bien, c'est très simple sur le papier, puisque, disons que ces 30 dernières années, un peu plus même, il y a une notion, là, qu'il faut aussi maîtriser, c'est la notion de partage de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est le résultat de l'activité économique. Lorsqu'il y a un cycle de production annuel, les gens travaillent, de la richesse est produite, et cette richesse est partagée entre ce que l'on appelle les facteurs de production. Pour qu'il y ait production, il faut qu'il y ait combinaison des facteurs de production, le capital et le travail. Et donc, une fois que la production est faite, cette production, le résultat de cette production est partagé entre le travail et le capital, entre les facteurs de production. Ce que je dis là n'est pas du marxisme, hein, c'est de l'économie de base, il ne faut pas avoir peur. Quand on parle de travail et de capital, toutes les écoles de pensée traitent ces catégories de travail et de capital. Et donc, le partage se fait comment? Il se fait, et c'est là qu'il y a divergence évidemment avec les écoles de pensée, le partage des richesses entre le travail et le capital se fait par la lutte des classes, par le rapport de force, uniquement. Si le travail se trouve en position de force vis-à-vis du capital, il va obtenir une meilleure proportion vis-à-vis du travail. Eh bien, c'est lui qui obtiendra une meilleure proportion du partage de la richesse. Voilà comment les choses se passent. Alors, comment ça s'est passé ces 30-40 dernières années? Ben, de façon précise, on sait tout ça. Ici, vous avez une courbe que vous trouvez sur l'INSEE, je ne sais pas si tout le monde la voit. Il y a des courbes, exactement. Et on va regarder la courbe rouge qui est là, qui est ici. Il y a une courbe qui baisse. Cette courbe, c'est le partage de la valeur ajoutée entre 1949, ici, et 2014. On voit que en 1949, c'est une période
de rapport de force exceptionnel en faveur du travail. Nous sortons de la libération, le patronat se redresse, mais là, il a été, en tant qu'organisation politique des classes dominantes, le grand patronat a été quasiment éliminé par sa collaboration. La CGT est le seul syndicat ouvrier, encore qu'il y a déjà la FO qui commence à exister. La CFTC ne compte pas beaucoup, c'est le deuxième syndicat. CGT compte 5 millions d'adhérents quand même, hein, à l'époque. Et il y a des gouvernements communistes, socialistes, etc., gaullistes, qui font des réformes très profondes. Donc le partage de la valeur ajoutée est en faveur du travail. Et puis, ça va se dégrader et ça va même s'accélérer à partir de 1982. La rupture se fait sur les socialistes qui décident, avec le tournant de la rigueur, comme on l'appelle, les socialistes vont changer, vont abandonner les politiques intéressantes qui avaient démarré en mai 81, qui ne dureront que 18 mois finalement, passent à la rigueur et inversent donc la courbe entre le travail et le capital. Ça représente, sur une année pleine, 10% de PIB, de produit intérieur brut, qui passe du travail au capital. 10% de PIB, ça représente 200 milliards d'euros. Autrement dit, chaque année, 200 milliards d'euros passent de la poche du travail au capital. 200 milliards d'euros, c'est plus qu'il n'en faut pour financer l'emploi pour tout le monde. Donc, pour financer l'emploi pour tous, il faut redresser le partage de la valeur ajoutée. Donc, il n'y a pas de problème théorique, pratique. Il y a des problèmes pratiques, évidemment, qu'il faut résoudre, mais il n'y a pas de problème théorique ou politique pour l'emploi pour tous et financer l'emploi pour tous. Sur la conclusion de ces clarifications, de quelques notions, si je retrouve les papiers qui sont mélangés, voilà. La clarification, c'est que nous pouvons et que nous devons procéder à un double élargissement de la notion de travail. Double élargissement dans le sens où nous pouvons considérer comme du travail la production de société et la production de soi-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Jusqu'à présent, dans la définition que j'ai donnée, le travail est une activité créatrice de valeur qui permet de répondre à des besoins. Et cette définition nous entraîne plutôt vers une activité matérielle, bien que l'activité dans les services soit incluse, mais ça semble un petit peu traditionnel. Tout en restant dans cette définition, on peut ajouter un double élargissement. La production de société d'abord. Produire de la société, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Eh bien, ça veut dire qu'un État, sous l'impulsion évidemment de partis politiques qui ont porté un tel projet, va permettre aux individus, aux citoyens, d'occuper des emplois normaux, sauf que ces emplois serviront à produire de la société. Comment produit-on de la société ? On produit de la société, par exemple, en organisant la délibération publique. Je disais tout à l'heure que l'essentiel de notre vision politique, c'est celle de l'immixtion des citoyens
dans toutes les sphères de l'activité sociale. L'économie, bien sûr, l'État. C'est l'envahissement des citoyens dans l'économie et dans l'État. Mais pour organiser la délibération publique, pour organiser la démocratie, ça ne se fait pas comme ça. Bien qu'il faille laisser de la spontanéité et de la capacité d'auto-organisation. Il ne faut surtout pas tout organiser, tout développer. Il faut stimuler, encourager l'auto-organisation. Mais il faut aussi des mécanismes institutionnels permettant la délibération publique, la démocratie, la transparence de la vie publique. Tout ça est lié. Prenons l'exemple de la transparence de la vie publique. Ça signifie que les citoyens doivent avoir accès à une grande quantité d'informations concernant un grand nombre de domaines, dans tous les domaines, et à tous les échelons, à l'échelon de l'État, à l'échelon des entreprises, à l'échelon des services publics, à l'échelon des collectivités locales. Il faut donc qu'il y ait des emplois de personnel spécialisés qui vont organiser cette mise à disposition de l'information. Ça veut dire l'utilisation des nouvelles technologies, l'informatique, mais aussi l'organisation de réunions physiques dans les mairies, organisées par les services publics, par les entreprises. Dans notre programme, vous verrez, nous faisons une obligation aux entreprises privées d'organiser des réunions publiques pour expliquer à la population où des implantations industrielles existent, ce que font les entreprises en question. Permettre aux citoyens de visiter ces entreprises, faire des journées portes ouvertes régulièrement, etc., etc., etc. Donc ça s'organise. Parce que sinon, ça reste de l'encre sur du papier. Il faut donc créer des milliers, des dizaines de milliers d'emplois qui vont favoriser la transparence de la vie publique, la délibération publique et l'aide également aux citoyens, pour qu'ils soient citoyens. Encore plus. Ça, c'est la production de société, et on voit que sur ce thème, nous avons énormément de débats et de choses, d'éléments à recueillir dans la population. Nous donnons une impulsion, nous donnons un sens général. Il reste maintenant à faire vivre cette possibilité d'une nouvelle société. Parce qu'on voit très clairement que notre alternative de société, elle se joue là. C'est dans ces mécanismes démocratiques que nous faisons la différence avec d'autres partis politiques. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas nommé ce système. On a évoqué par-ci par-là socialisme du XXe siècle. Bon, on ne sait pas, peut-être c'est ça, peut-être c'est autre chose. On n'a pas nommé ce que peut représenter cette société. Peu importe. Peu importe, parce qu'on ne va pas faire comme les communistes. Quand on voit là, c'est tout à fait étonnant que les opposants à la direction du Parti communiste, avec lesquels on est d'ailleurs assez souvent d'accord, réclament une candidature communiste. Mais une candidature communiste dans la situation actuelle n'a strictement aucun intérêt, puisque le candidat communiste serait issu de la direction du Parti communiste qui est mondialiste, européiste, qui refuse de sortir de l'euro, qui veut faire alliance avec les socialistes. Enfin, franchement, qui va voter pour eux? Alors, ce qui compte pour eux, c'est le mot. Voilà. Du moment qu'il y a l'étiquette communiste, ça leur suffit, le contenu ne les intéresse pas. Ben, nous faisons le contraire. Nous, on parle du contenu et on n'a pas encore trouvé l'étiquette. Ça nous semble plus intéressant. Ça nous semble plus intéressant de travailler comme cela. Le jour venu, on pourra faire un concours pour trouver une qualification, pour décrire, nommer cette société. Alors, production de société, production de soi-même.
Tout à l'heure, je parlais de la fameuse loi sur la formation professionnelle de 1971. Et je disais que grâce à cette loi, les salariés, même ceux qui sont au plus bas de l'échelle, pouvaient, sur le temps de travail, payer, sans rupture du contrat de travail, apprendre à jouer du piano, etc., etc. Il y avait dans cette loi de 1971 déjà les ferments de cette notion de production de soi-même. Se produire soi-même signifie que tous les citoyens doivent avoir accès à la formation professionnelle, mais à l'éducation, à la culture, de façon permanente, sans rupture du contrat de travail, en étant rémunéré. Bien entendu, tout le monde ne peut pas au même moment abandonner son poste de production pour basculer, apprendre à jouer du piano. On est d'accord, bien sûr. Il y aura des modalités de régulation. Mais ce droit doit être ouvert pour se produire soi-même au travers d'activités de cette nature. Aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Celui qui a 50 ans, par exemple, et qui veut retourner à l'université, pour le plaisir, pas simplement pour des raisons professionnelles. Ça va être un chemin de croix. Et puis, comment va-t-il faire pour trouver le temps d'y aller? Est-ce qu'il pourra négocier un temps partiel avec son employeur? C'est très difficile. Nous voulons libérer cette possibilité. Alors, donc, voilà ces quelques clarifications. J'entre maintenant dans le deuxième point qui concerne la mesure du chômage. Qui sera rapide. Mesure du chômage parce que nous sommes dans le mensonge d'État permanent. L'État ment depuis des décennies sur les chiffres du chômage. Il faut à peu près doubler. Si on veut avoir une mesure réelle du chômage, quand on nous dit qu'il y a 10% de chômage, il faut doubler. C'est-à-dire, quand ils disent 10, ça veut dire 20. Pourquoi il faut doubler? Parce qu'ils ne comptent pas dans les différentes catégories de Pôle emploi. Vous savez qu'il y a des chômages de catégorie A, B, C, D, etc. Ils ne comptent pas, exemple, les primo-demandeurs d'emploi. Celui qui sort de l'école et qui ne trouve pas d'emploi, il n'est pas considéré comme chômeur parce que pour être chômeur, il faut déjà avoir travaillé. C'est absurde. Il n'a pas droit aux allocations chômage, évidemment. C'est un scandale. Donc ça fait des centaines de milliers de personnes concernées par ça. Deuxième exemple, ce sont les pré-retraités. Les pré-retraites qui ont été un mode de régulation de l'emploi pendant des années, même si ça ralentit, ça continue quand même. Les gens qui sont mis à la porte, en fait, qui sont licenciés avant l'âge légal de la retraite, sous les formules de pré-retraite, même si les directions d'entreprise parfois mettent un peu de fric sur la table, ces personnes n'apparaissent pas dans les chiffres du chômage. Mais ce sont des chômeurs, de fait. Ce sont des privés d'emploi, etc. Il y a de travaux qui montrent comment c'est un mensonge d'État. Alors pour nous, il y a eu des travaux qui ont été menés déjà là-dessus. Nous pensons qu'il faut réorganiser la mesure du phénomène autour de 3 catégories. La première catégorie, c'est le non-emploi. Le non-emploi concerne tous les gens qui ne sont pas en emploi. Et quelle que soit la cause, ça peut être un non-emploi volontaire. Il y a des gens qui se retirent de l'emploi. Il faut donc qu'à l'intérieur de cette catégorie du non-emploi, il y ait toute une gradation des situations en incorporant le non-emploi, le non-emploi volontaire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un phénomène social récurrent
qui est, chez la jeunesse en partie, le retrait de l'emploi. Dans les années 70, après 68, il y a eu un pic où 800 000 jeunes ne voulaient pas travailler. Ils ne voulaient pas travailler, ils ne voulaient pas faire comme leurs parents. C'était l'usine, c'était le travail à la chaîne. Beaucoup de fils ouvriers. Et certains ont peut-être connu ça, pour les plus âgés, où ces jeunes allaient bricoler l'été sur les plages, l'hiver dans les stations de ski, enfin, voilà, ils ne voulaient pas travailler. C'était un choix de ne pas travailler. Il y a encore aujourd'hui une masse de jeunes qui ne veulent pas travailler parce qu'ils rejettent le mode de production actuel. Et on ne peut pas leur jeter la pierre en même temps parce qu'ils n'ont pas tort de rejeter le mode de production actuel. Mais la conséquence qu'ils en tirent, c'est un retrait de l'activité sociale, le repli sur des petites communautés et le retrait en même temps de la politique et du combat. Donc à nous de trouver les mots pour les mettre dans la lutte. Il y a une deuxième catégorie, c'est le sous-emploi. Première catégorie, le non-emploi, deuxième catégorie, le sous-emploi. Le sous-emploi vise à identifier les personnes qui ont une activité discontinue. Parce qu'une des marques de la période, depuis déjà un nombre d'années, c'est la précarité, c'est le travail à temps partiel, imposé. Et donc il faut mesurer exactement les phénomènes, parce que ces phénomènes rongent les gens. Ça ronge leurs revenus, ça ronge leur morale, et c'est un phénomène qu'il faut maîtriser. Et puis il y a une troisième catégorie, c'est le mal-emploi. Le mal-emploi, c'est encore autre chose. Le mal-emploi, c'est la situation dans laquelle se trouvent des millions de gens qui n'aiment pas leur travail, qui aimeraient bien aimer leur travail, qui voudraient aimer leur travail, mais qui ne le peuvent pas. C'est par exemple beaucoup de jeunes diplômés qui entrent dans la vie active sur des postes inférieurs à leurs espérances et à leur diplôme. C'est des gens qui se voient bloqués dans leur progression professionnelle. C'est des gens qui ont des conditions de travail déplorables. C'est le mal-emploi. Le mal-emploi, il faut le mesurer. Il faut trouver des instruments de mesure parce qu'une des choses que nous voulons faire, c'est bien entendu de redonner toute sa place à l'être humain au travail. L'acte de production de biens et de services, de société, de production de soi-même, doit être en même temps un besoin, devenir un besoin lui-même. On voit que, y compris pour fabriquer les machines qui vont permettre la production, il faut qu'on intègre cette nécessité qui est d'avoir un intérêt croissant dans le travail que l'on fait, parce que finalement, une activité de travail, c'est répondre aux autres, c'est servir les autres, c'est servir la société et servir les autres. C'est pour ça, et je conclus là-dessus, c'est pour cela que la privation d'emploi est ce qu'il y a probablement de pire, parce qu'elle interdit aux gens qui sont privés d'emploi d'être utiles aux autres. Et je crois que le fait d'empêcher quelqu'un d'être utile aux autres est quelque chose de terrible, parce que ça coupe cette personne du reste de la société et d'elle-même. Troisième point, les conséquences du chômage. Donc, ce que je viens de dire là sur le fait que le chômage prive les gens d'être utiles aux autres, provoque une souffrance extrême, parce que c'est son existence même qui est en cause. On se demande à quoi on sert. On ne sert qu'à soi-même, puisqu'on ne peut pas
répondre aux besoins des autres, être utile aux autres, il ne reste que soi-même et on se retrouve face à la société, face à la terre entière, démunie, et on voit les dégâts que ça provoque. Alors les dégâts du chômage, ils sont variés, multiples et systémiques. C'est-à-dire que les dégâts, un dégât entraîne un autre dégât, etc., s'encouragent mutuellement. D'abord, le chômage provoque de la baisse de consommation. Il y a de multiples études qui montrent que les chômeurs consomment moins que ceux qui sont en emploi et moins bien. Dégradation de la qualité, du volume et de la qualité de l'alimentation qui entraîne tout de suite des conséquences médicales et psychologiques. Il y a une augmentation de la pression fiscale, forcément, puisque les chômeurs ne produisent pas, donc moins de rentrée fiscale. Il faut quand même éviter qu'il y ait grève de faim, donc il faut donner des allocations. Bref, tout ça génère de la fiscalité sans contrepartie productive. Ça génère le déficit des régimes sociaux, sécurité sociale, caisse de retraite. Une des raisons principales des déficits, c'est le chômage. C'est la dégradation de la santé publique. Au chômage, en moyenne, on fume plus, on boit plus, on a plus de pathologies très connues. Ce sont des faits massifs. Réduire le chômage, le supprimer, règle du coup, progressivement, mais parfois rapidement, toute une série de problèmes de façon mécanique. L'école, on le dit, l'école ne forme pas, etc. Oui, bien sûr, il y a des problèmes à l'école. Mais les problèmes de l'école ne sont pas liés en premier lieu à l'école. Ils sont liés à l'extérieur de l'école. Quand vous avez des classes d'âge entières qui n'ont pas d'emploi, et que les enfants voient que leurs grands frères et leurs copains dans la cité n'ont pas d'emploi, malgré le fait qu'ils aient été à l'école, on n'a pas envie, on voit que ça ne sert à rien, donc ça génère du désordre. Ça génère le racisme et la xénophobie, parce qu'on se dit il y a du chômage et puis on fait entrer encore des immigrés qui vont venir prendre notre travail, donc on se retourne contre les immigrés. Ça a été de toute éternité. C'est pas les Arabes ou les Noirs. Au début du siècle et dans les années de l'entre-deux-guerres, l'immigration italienne et l'immigration espagnole, par exemple, ont suscité de graves problèmes, des meurtres, des ratonnades contre les Espagnols et contre les Italiens. Et puis le chômage génère le vote national et l'abstention. Il y a un lien direct. Il y a un lien direct avec le djihadisme. Il faut arrêter avec un certain nombre d'explications toutes faites. Le djihadisme n'est pas un phénomène religieux en première ligne. C'est d'abord un phénomène social. Si des jeunes des cités se tournent vers le djihadisme, c'est par désespérance. Et cette désespérance est provoquée notamment par le chômage. Quatrième point, les causes du chômage. Les causes du chômage, bien entendu, il faut les aborder parce que on ne peut pas résoudre un problème dont on ne comprend pas les causes, c'est l'évidence même. La cause centrale du chômage, ce sont les politiques néolibérales qui sont menées depuis la fin des années 60, début des années 70. Telle est la cause principale. Alors certains nous disent, oui, mais non, c'est pas ça, c'est le capitalisme. Faux. Faux. Parce que même dans le système capitaliste des 30 glorieuses, il y avait le plein emploi. Ce sont les politiques néolibérales qui ont inversé le rapport des forces politiques et sociales, qui sont la cause du chômage. Entrons un petit peu plus dans le détail pour essayer de comprendre les enchaînements. Bon, je vais partir du premier choc pétrolier de 1973.
je ne vais pas remonter jusqu'à Mathusalem, il faudrait expliquer les causes du choc pétrolier de 73, je ne vais pas le faire, on va considérer que l'augmentation des prix du pétrole intervient en 73, partons de là. Là, à l'époque, il y a un système obtenu grâce à la lutte syndicale qui s'appelle l'échelle mobile des salaires et des prix, qui sert finalement à protéger le salaire de l'augmentation des prix. C'est très simple, les salariés observent, luttent pour l'augmentation des salaires, et le patronat est obligé de lâcher, il va augmenter les prix. Et les salariés se disent, bah tiens, j'ai eu une augmentation de salaire, mais les prix ont augmenté. Donc, je vais demander une nouvelle augmentation de salaire pour équilibrer les choses. Ça s'appelle l'échelle mobile des salaires et des prix, qui a été supprimée par les socialistes, d'ailleurs, M. Béret-Beauvoir. Et, exemple, au mois de mai, les prix augmentent de 1,2%. 2 mois après, en juillet, mon salaire augmente de 1,8%. Et tous les mois comme ça. C'est-à-dire que tous les mois, le salaire augmente en fonction de l'augmentation des prix 2 mois avant. Ça protège les salariés de l'augmentation des prix. Et donc, l'augmentation des prix du pétrole, le premier choc pétrolier de 1973, va susciter un gros problème pour les entreprises, les grandes entreprises, c'est qu'elles sont obligées de payer sur leurs profits. Et là, il y a une petite baisse des profits parce qu'il y a l'échelle mobile des salaires et des prix. C'est pourquoi, lors du deuxième choc pétrolier, en 1979, les classes dirigeantes vont décider de ne pas renouveler ce qui s'est passé en 1973. Et elles vont décider, lors du G5 de Tokyo en juillet 1979, de changer radicalement les politiques macroéconomiques, notamment les politiques monétaires. Et cette révolution, finalement, de 1979, de juillet 1979, c'est l'abandon des politiques keynésiennes qui prévalaient depuis l'après-guerre et la mise en place des politiques néolibérales. Enfin, la mise en place qui a déjà commencé un petit peu, et vous voyez que 79, c'est juste avant la victoire de Thatcher et de Reagan, et juste avant la victoire de Mitterrand en 81. 79, donc, le G5 de Tokyo décide de refroidir l'économie. Refroidir l'économie, c'est simple, c'est l'augmentation des taux d'intérêt. Et les banques centrales vont se mettre à augmenter les taux d'intérêt. Pourquoi faire cela? Pour ralentir les importations de pétrole, comme il est difficile de casser l'échelle mobile des salaires brutalement, ils décident de diminuer l'activité économique. S'il y a moins d'activité économique, il y a moins besoin de pétrole. Comment fait-on pour ralentir l'activité économique? On augmente les taux d'intérêt. Pourquoi? Mettez-vous, vous, dans votre cas à vous, si vous voulez acheter une maison ou acheter une voiture à crédit, vous allez emprunter. Si les taux d'intérêt sont élevés, vous n'allez pas emprunter. Vous allez attendre que les taux baissent. L'augmentation des taux d'intérêt sert à refroidir l'économie, comme disent les économistes. Donc, classiquement, on refroidit l'économie en augmentant les taux d'intérêt. C'est ce que font toutes les banques centrales, à commencer par la Banque centrale américaine. Et là, le chômage va subir, évidemment, une accélération majeure, parce qu'il y a une réduction de l'activité économique, volontairement organisée. Et c'est là que le chômage devient ce que les économistes néolibéraux appellent la variable d'ajustement de l'économie. Le chômage est volontairement organisé pour maintenir les profits. Et pour contrôler tout cela, ils vont fabriquer un concept qui s'appelle le NAIRU, N-A-I-R-U, qui veut dire en anglais, en français,
le taux de chômage qui n'accélère pas l'inflation. Calcul absurde, mais qui sert aux banques centrales à fixer un cap, c'est-à-dire ne surtout pas baisser le chômage en dessous de ce qu'ils appellent le taux de chômage d'équilibre, parce que si on baisse le taux de chômage sous ce taux d'équilibre, l'inflation va repartir. Pour bien comprendre ce système qui est pratiqué depuis 30 ans, qui vise à bloquer le chômage à un très haut niveau, il faut comprendre ce qu'il se passe lorsqu'il n'y a pas de chômage. Pendant la période des 30 glorieuses, comment fait un employeur qui veut recruter quand il n'y a pas de chômage? Si vous voulez recruter, que vous soyez un employeur public ou privé, vous devez trouver quelqu'un qui est déjà en emploi, puisqu'il n'y a pas de chômeur. Vous ne pouvez pas recruter de chômeur. Mais le type qui occupe un emploi, pour changer d'emploi, il faut lui proposer quelque chose de mieux que l'emploi qu'il occupe. Soit en termes de salaire, soit en termes d'intérêt du travail, soit parce que c'est à 2 stations de bus, alors qu'avant c'est 1 heure de voiture, bref. Et donc on voit que le système du plein emploi provoque mécaniquement l'amélioration du sort du monde du travail. C'est mécanique. Et ça renforce le rapport des forces en faveur du travail. La conflictualité sociale est renforcée en faveur du travail. Donc le système politique du plein emploi est extrêmement négatif pour les grandes entreprises. Parce que ça pèse sur le profit et parce que ça crée un rapport de force qui fait que l'employeur ne peut plus menacer, faire du chantage sur le salarié en lui disant « si t'es pas content, il y en a 200 qui attendent la fin ». Tout ça, c'est terminé. Certains ont connu ici, quand on en avait assez d'une entreprise, on partait, et 2 jours après, on trouvait un emploi dans le quartier. C'est comme ça que ça marchait. Eh bien, il faut que ça redémarre de cette manière. Donc, bien comprendre que le début de la dégradation de l'emploi se fait sur cette base-là, mais les classes dirigeantes étaient très inquiètes du chômage. Parce que, prenons l'exemple de Pompidou. Pompidou, il expliquait que lorsque, en France, si en France nous atteignions 1 million de chômeurs, ça explose. Et la classe dirigeante pensait que l'augmentation du chômage allait provoquer une explosion sociale. Or, c'est l'inverse qui s'est produit. Et donc, les classes dirigeantes, ils sont allées doucement, parce qu'elles avaient peur de l'explosion sociale. Et elles se sont aperçues que 1 million de chômeurs, il ne se passe rien, 2 millions, il ne se passe rien, 3 millions, il ne se passe rien, 4 millions, 5 millions, 6 millions. On est à 7 millions aujourd'hui. Et il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu 7 millions de chômeurs, il y a de quoi faire des sacrés manifs. Les chômeurs ne manifestent pas. Ils ne se montrent pas. On les a culpabilisés. Ils somatisent, ils se rendent malades, ils se mutilent. C'est ça la situation qui a été organisée. Organisée. Ça n'est pas un résultat involontaire, un malheur qui se serait abattu. Pas du tout. C'est parfaitement organisé. Alors, donc, il y a cette conception qui, aujourd'hui, est dominante. Et elle est dominante à gauche comme à droite. Regardez les socialistes, même les autres, hein, à la gauche du Parti socialiste, ils sont pareils. Donc, cette évolution en 1979 va déboucher sur la mise en œuvre massive des politiques néolibérales avec l'élection de Thatcher et de Reagan et la mise en place de la mondialisation néolibérale. Nous y sommes là. C'est le début de la mondialisation néolibérale. Et vont se mettre en place les 3 piliers de la mondialisation néolibérale, le libre-échange,
la globalisation financière et les traités internationaux qui, s'appuyant sur des instances multilatérales qui vont accélérer le chômage. Un mot sur chacun de ces éléments. Le libre-échange. Le libre-échange, c'est un facteur puissant de chômage, évidemment, puisqu'il encourage les délocalisations, il met en concurrence les productions, les systèmes sociaux. La globalisation financière, dans la mesure où aujourd'hui les capitaux circulent librement, que les entreprises cotées à la bourse sont détenues par des investisseurs institutionnels non résidents, dont le seul objet est la maximisation de la valeur boursière. Il provoque des fusions, acquisitions, licenciements qui génèrent du chômage. La globalisation financière génère directement du chômage par le changement de nature de l'entreprise cotée en bourse. Elle n'est plus là pour produire les biens et les services, bien sûr, elle produit des biens et des services, mais ce ne sont que des prétextes pour servir les actionnaires. Et puis, il y a les traités internationaux, celui qui supporte le Fonds monétaire international, avec la Banque mondiale, qui vont développer les plans d'ajustement structurel dans les pays pauvres, qui détruisent l'État, qui créent du chômage, qui affament les populations. Il y a l'OMC avec les traités de libre-échange, et il y a l'Union européenne et l'euro. L'Union européenne et l'euro qui génèrent du chômage, qui empêchent la résolution des problèmes du chômage. Et puis, il y a les politiques macroéconomiques d'austérité. Et je termine, il y a donc des politiques macroéconomiques qui vont s'appliquer sur la base de l'austérité, c'est-à-dire empêcher de créer un environnement économique favorable à la demande. Donc voilà les éléments que je voulais développer. Le reste découle logiquement de cela. Voilà. Donc je vais prendre 30 secondes pour expliquer mes propositions, parce qu'elles découlent tout à fait logiquement de cela. Nous résolvons la question du chômage par la démondialisation. C'est pour ça que nous voulons démondialiser, pour supprimer le chômage et la précarité. Nous sortons des 3 piliers de la mondialisation néolibérale, nous sortons des traités des institutions multilatérales, nous sortons de l'OMC, nous mettons un terme au traité de libre-échange, il n'y a plus de libre-échange, nous mettons en place des mesures protectionnistes, nous sortons du FMI et de la Banque mondiale, nous mettons un terme à la globalisation financière en France, nous démantelons les marchés financiers en France, donc nous supprimons une cause majeure de chômage, nous sortons de l'euro, nous supprimons une cause majeure de chômage et d'empêchement de création d'emplois, nous créons un environnement économique par des politiques macroéconomiques que l'on peut qualifier de post-keynésiennes, qui vont créer de la demande, sans que cette demande attire des importations, augmente les importations. Nous nationalisons les entreprises stratégiques. Toutes les banques et compagnies d'assurance et les principales entreprises productives de services médiatiques. Nous réindustrialisons la France. Nous réindustrialisons la France par la relocalisation de la production et par une politique de substitution aux importations. Et nous créons le droit opposable à l'emploi, c'est-à-dire que dans le secteur non marchand, quiconque souhaite travailler peut le faire, ne serait-ce que dans le secteur non marchand via le droit opposable à l'emploi. Voilà